nous avons accueilli en 2016 avec un peu de grogne. Et c'est suite à ça que des partis ou des syndicats se sont formés pour défendre leur cause. Je comprends très bien. En dehors de ça, il y a la plus grande réforme qui est donc l'examen national de la licence. Et c'est dans cette réforme d'examen national de la licence qui n'a pas eu l'agrément de tout le monde. Je pense que on a eu des frondeurs, on a eu des parties, c'est des gens qui étaient partie prenante. Mais le vrai problème aujourd'hui, c'est c'est de constater que la chose est devenue une réalité. Forum Grande École et Université a vraiment défendu cette cause-là et l'a gagné. Et c'est le moment et le lieu de le dire, puisque la deuxième édition va commencer cette année. Il est question de former entièrement nos étudiants et de les proposer après à un contrôle de connaissances en 3 épreuves pour pouvoir dire, bon voilà, on a bien formé ou on a mal formé. Et je pense qu'il fallait cet examen pour élaborer, si vous voulez, une échelle de grandeur entre nous tous, pour dire, bon voilà, on leur a fait confiance, ils ont formé, mais on a évalué, voilà ce que ça a donné, et ça donne plus confiance et ça donne plus de gloire, si vous voulez, aux formateurs que nous sommes. Donc à partir de ce moment, je pense que c'est l'une des très très grandes réformes, mais elle va se poursuivre par le master qui viendra cette année. On n'a pas pu faire l'examen de master l'an dernier, mais toutes nos promotions de master depuis 1 an ou 2 ans, disons, se sont accumulées pour pouvoir passer l'examen national de master. Les dossiers sont fin prêts, je peux le dire, puisque je suis encore là, le président de la commission sciences et techniques. On a travaillé d'arrache-pied, on a fait les dernières touches tout récemment, et donc on peut redonner les programmes aux gens et préparer donc l'examen qui va se faire en octobre. Cela montre que, également, par rapport aux réformes, vous êtes associé. Oui. C'est-à-dire que si vous ne voulez pas qu'on vous associe, on ne vous associera pas. Si vous êtes partie prenante avec la réforme, je crois que la meilleure des choses, c'est d'être associé, de dire oui, je veux la réforme, et puis qu'on vous associe par la suite. Même à la limite, quand vous n'êtes pas d'accord avec la réforme, le mieux, c'est d'y rentrer et de diriger donc cette réforme-là de l'intérieur, de poser des actes réfléchis qui vous permettront donc de dire oui, je veux que ça se fasse, mais que ça se fasse comme ceci ou comme cela. Donc on a toujours associé tout le monde. Tous ceux qui ont été contre ou tous ceux qui sont pour, on a toujours invité tout le monde aux préparations, aux réunions de préparation, mais je pense qu'on a fini maintenant par avoir une adhésion totale à la chose, parce que la force est toujours à la loi. Si vous ne le faites pas, mais voilà que déjà dans les grandes réformes, il faut noter qu'il y a un décret qui nous empêche désormais de donner nos propres diplômes. Alors, si vous n'allez pas à l'examen et vous ne pouvez pas donner votre propre diplôme, qu'est-ce qui vous reste alors en tant qu'université ou en tant que fondé par rapport à vos apprenants? Vos apprenants n'auront pas de diplôme. Donc, il est question que tout le monde s'y adhère. Et je pense que pour l'édition de licence de cette année, on aura beaucoup plus d'adhérents. Parce et que c'est une très bonne chose. Comme vous l'avez dit, il y a une adhésion totale. On a compris maintenant. On a compris qu'il faut s'y mettre et qu'on se fasse évaluer comme ça. Et puis, c'est pas. Et d'ailleurs, le travail que vous faites, que vous effectuez dans les établissements supérieurs privés, ce travail a été reconnu parce que d'abord, lors des résultats issus de cet examen, de cette licence nationale-là, il y a eu beaucoup d'admis, par exemple. Oui, il y a eu beaucoup d'admis, mais il y a aussi quelques recalés en sciences et techniques, par exemple, qui sont des sciences plus dures et plus complexes. C'est normal. Mais les résultats sont au-delà de ce qu'on peut escompter. Donc, je pense que c'est un très très bon résultat. Nous avons eu jusqu'à 87%, 96%, 99% pour les totaux globaux des établissements. Donc, à mon avis, c'est quand même une évaluation qui n'est pas venue à point nommé pour sanctionner une école. Non, je ne pense pas. Et je pense que tant qu'on formera très bien, ces résultats et ces pourcentages seront conservés.
à mon avis. Donc, je pense que les réformes vont bon train. Je crois qu'au niveau de ces réformes aussi, il faut dire que ça, c'est moins perçu par le public. Mais une autre réforme, c'est de prendre désormais les impôts chez les fondés d'écoles, donc les écoles supérieures privées. Sachez que désormais, depuis 2017, nous payons les impôts. Et donc, alors que depuis 2008, avec le gouvernement de Yahi Boni, depuis 2008, on ne payait plus les impôts puisque le gouvernement a dit « je ne leur donne pas de subventions, je ne leur donne pas de boursiers, donc je leur laisse cette partie-là de cotisation publique, fiscale, pour qu'ils se tiennent ». Et c'est sur ça que nous avons marché jusqu'en 2017. Et subitement, en 2017, nous avons subi de plein fouet l'imposition. Alors, je pense que nous, on n'a pas refusé de payer les impôts, comme d'habitude. On dit, bon, nous sommes des citoyens. La seule chose qu'on a regretté à ce niveau-là, c'est sincèrement que l'effet rétroactif de cette action ne doit pas être permis. C'est pas normal. Il faudrait qu'à partir de 2017, qu'on nous dise, oui, à partir de 2017, vous allez payer les impôts. Mais ça n'a pas été le cas. Nous avons eu réellement un effet rétroactif. Et sincèrement, nous déplorons sérieusement ce fait-là. Et d'ailleurs, certainement, il est prévu, puisque vous l'aviez souligné, certainement il est prévu également une subvention de l'État, une aide de l'État. Non, pas encore. Oui, ça viendra, bien évidemment. Alors, justement, c'est là qui permet de comprendre la suite de la réforme. C'est ça qui permet. Donc, à partir de ce moment, la plupart des universités privées, des écoles supérieures privées ont payé leur impôt. Ou du moins, ils sont encore en train de le payer. La plupart, oui, d'accord. Bon, donc d'ailleurs presque tout le monde, parce que face à l'État, vous n'avez pas de force. Bien, mais ceci, en réalité, vous dites maintenant que ça permet de recevoir des subventions. Oui, je dirais oui, mais encore, c'est une promesse. C'est une promesse. Mais une promesse qui tient encore à une autre réforme très fondamentale. Oui. C'est-à-dire la définition et l'existence même des universités. Cette définition et l'existence des universités qui nous a conduit à nos délivrances de diplômes dit qu'une université non agréée, une université non homologuée ne peut pas donner des diplômes, délivrer des diplômes. OK, le gouvernement a pris l'acte en Conseil de ministres et nous nous sommes conformés à cet acte-là. Alors, il se pose cette année le problème de l'agrément. C'est vrai que on devrait le faire depuis longtemps et on ne l'a pas fait et l'autorité dit il faut le faire. Au lieu d'attendre à partir de maintenant 8 ans pour le faire, on vous permet au bout d'1 an de faire l'agrément et au bout d'une autre année de faire l'homologation. Et une fois que l'université sera homologuée, l'université homologuée pourra délivrer ses diplômes et éventuellement pourra recevoir des aides. De l'État. C'est de l'État. Bon, si nous sommes très nombreux, on ne peut pas donner des aides à tout le monde. Il faut d'abord assainir le milieu. Il faut assainir le milieu. Mais nous ne disons pas qu'il faut tout fermer non plus. Ça va être un peu délicat. Bien. Mais de toutes les façons, lorsque l'État va dire j'ai fait le point et que telle et telle et telle université sont sérieuses à mon avis, je peux lui donner, l'État peut donner des subventions à ce niveau-là et je pense que ce serait en ce moment les bienvenus. Voilà. Mais je pense qu'il faudrait qu'on y aille un peu mollo comme on dit, parce que là c'est très très difficile. Le dossier d'homologation est assez complexe. Mais mais ça ne posait pas de problème parce que nous entendons très souvent je suis homologué dans tel ou du moins non oui vous avez raison mais c'est un mot qui est utilisé un peu à confusion, c'est-à-dire que il y a plusieurs choses qui peuvent être homologuées. Le programme peut être homologué. Un programme homologué, vous faites votre programme, vous soumettez à des experts qui disent oui, ce programme est un programme de licence. C'est homologué, c'est très bien. Mais l'université doit être homologuée. L'université, pour être homologuée, doit passer par l'agrément. Alors, en passant par l'agrément, puis l'homologation qui se fait au Conseil de ministres, là, vous devenez comme une université publique, vous délivrez vos diplômes, et vous pouvez recevoir éventuellement des aides. Et je pense que c'est cette compréhension que nous avons
en disant que nous allons supporter dans FGE la réforme à bras-le-corps jusqu'au bout. De toute façon, il y a quelques points d'ombre, même dans l'agrément, sur lesquels on va discuter. Mais c'est quand même des Béninois qui vont siéger dans cette commission-là. Puisque vous êtes associé de temps à autre également. Et on est pleinement associé. On s'est vu ce matin au lancement donc, du BTS, vous dites que c'est la dernière édition. Je confirme réellement que c'est la dernière édition. Et justement, par rapport à ça, le BTS, bon, c'est vrai que aujourd'hui, fait un arrêt et évaluer ce que cela a quand même donné au Bénin, à l'enseignement supérieur au Bénin, est-ce que c'est opportun? C'est très, très opportun parce que ça fait 20 ans de formation. Nous avons été les premiers. Ça fait 20 ans de formation. Si on arrête aujourd'hui, il faut vraiment faire le point, voir un peu, comme on nous le demande, l'efficacité des formations. C'est-à-dire, en réalité, l'État peut en réalité s'auto-évaluer. C'est-à-dire quoi? L'État a permis le BTS et nous, les universitaires, nous avons produit. Et ce n'est pas nous qui évaluons. Donc, c'est l'État qui évalue. Donc, le diplôme de BTS donné par l'État est un diplôme qu'on peut évaluer à la date d'aujourd'hui pour dire combien d'étudiants de BTS, combien d'étudiants des écoles privées ont reçu leur BTS et combien sont en activité à la date d'aujourd'hui. Quel travail ils ont trouvé et dans quel secteur? Est-ce que c'est conformément à leur formation de base ou c'est un travail de fortune qu'ils ont trouvé? Cette évaluation-là me paraît indispensable. Nous avons formé, mais l'école a donné le diplôme. Pas l'école, les autorités, le ministère a donné les diplômes, a délivré les diplômes sur son examen que nous avons ensemble organisé. Il est temps de dire, cette option qu'on a prise, est-ce que dans le public, dans le privé, est-ce que c'est bon? Est-ce que tout le monde a pu trouver du boulot? Ce qui n'est pas vrai. Parce que le tissu de l'emploi qui permet d'avoir de l'emploi par derrière quand on lance les concours très souvent également, quand l'État lance les concours très souvent, ce sont ceux du secteur public ou du moins des établissements publics. Non, pas du tout ça. Vous me permettez de relever? Parce que au niveau du ministère de cadre de vie ou de l'environnement, il a été fait un concours de recrutement de télécommunications pour recruter des techniciens en télécommunications. Sur 6, UATM Gaza Formation a produit 4. Ah non. Non, attention. Nous parlons de l'effectif. On parle pas de... Non, attendez. L'effectif prévu pour le concours dans le public à ce niveau-là, c'est tout récemment fait. Très bien. C'est tout récemment fait. De toute façon, c'était prévu. C'est votre performance. Non, mais c'est vrai que... Il faut le dire. Vous l'avez déjà dit. C'est pas une publicité que je me fais. Mais je crois que ça a tout son sens. Quand vous recrutez pour le cadre, dans le cadre d'un ministère, 6 agents à base de concours, et des concours qu'on connaît, qu'on ne peut plus acheter aujourd'hui, et que dans les 6, une école donne 4, vous comprenez quand même il faut quand même féliciter. Et nous vous félicitons. Dit désormais que les privés commencent pas à damer le pion au public. Non, il faut qu'on le dise. Peut-être une autre émission. Non, on va en discuter. On va discuter. Maintenant, en ce qui concerne... je blague quand même parce que tout à fait. Même l'autre public qui fait la chose, je viens de là-bas, j'ai enseigné à l'EPAC, donc je sais ce qui se passe là-bas, c'est du bon travail. Peut-être qu'ils n'ont pas été au concours ou pas, mais de toute façon, les choses ne trompent pas. Hein. Tout à fait. Et donc, on parlait du BTS. On parlait donc du BTS, c'est un moyen d'évaluer alors cet examen qui ne dépendait pas des publics, des privés seulement. C'est l'État qui fait l'examen. Et donc après ça, les niveaux étaient bons puisque c'est l'État qui a choisi les épreuves. Après ça, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Combien on en a fourni et combien sont placés et combien sont en chômage aujourd'hui? Nous devons voir ça pour corriger même nos formations de licence. Il est question alors de les professionnaliser. Alors, c'est vrai que dans cette réforme-là, la grande partie, comme je vous dis, et qui nous font grincer un peu, qui fait grincer un peu les dents aujourd'hui, c'est les dossiers de l'agrément. Alors, beaucoup de problèmes se posent. Si nous partons à l'agrément avec la demande de l'agrément de nos universités et qu'on n'a rien, par exemple, ça voudrait dire que nous fermons parce qu'il y a une autre loi qui dit de ne pas faire de publicité quand on n'est pas agréé.
C'est pas une mauvaise chose. C'est parce que... C'est normal. Et comme je vous l'ai dit, je le répète peut-être pour vous encore, certainement l'État a prévu quelque chose. À la fin, il faut assainir le milieu. On va pas se cacher. Hein. C'est un assainissement qui commence. Et je prends le cas le plus dramatique. Lorsque, dans un mois ou deux, on va dire, telle école n'est pas agréée, sachant qu'il y a une loi présidentielle qui dit de ne pas faire les publicités quand on n'est pas agréé, l'école est morte. Donc, il vaut mieux peut-être qu'elle ferme. Alors, il faut qu'on revoie un peu ces choses-là. Sinon, de toutes les façons, si vous n'êtes pas agréé, votre nom ne sera pas sur une liste. Et si votre nom n'est pas sur une liste, les parents ne choisiront pas d'aller vers vous. Tout à fait. Donc, il faut que nous, les universitaires, nous, les universités privées et écoles privées, que nous fassions attention. Et que nous nous préparons correctement pour aller à cet agrément. Sinon, ça va être notre ruine. Très bien. Mais je pense que nous sommes conscients du danger et nous essayons donc de faire l'essentiel pour que nous tirons nos marrons du feu, comme on le dit. Ce qui préoccupe également le gouvernement, c'est la qualité de l'enseignement qui est donné. Oui, c'est la qualité de l'enseignement qui est donnée. Et je pense qu'au travers des pièces qu'on nous demande, si une université arrive à donner ces pièces-là, nous pensons quand même qu'il y a du bon travail qui se fait dans cette université. C'est vrai. Dans toutes les pièces, on ne va pas dire ça de toutes les pièces. Je vous donne un simple exemple. Moi, j'ai des universitaires camerounais qui viennent justement dans mon département de télécommunications, qui sont des professeurs de rang A. Oh, c'est le CAMES pour nous tous. Donc, s'ils sont agréés par CAMES, au CAMES, ils sont agréés même au Bénin et partout. Tout à fait. Alors, pour ces professeurs-là, il y a une pièce, on nous demande alors leur autorisation d'enseigner au Bénin. Je pense que ça ne va pas. Ça ne va pas. Je proposerais que, oui, si un professeur est un professeur qui a fait son avancement au niveau du CAMES, avec les attestations de grade du CAMES, qu'on dispense simplement le professeur d'autorisation d'enseigner. Vous n'oubliez certainement pas que le Bénin, ou du moins le pays, a une souveraineté, même s'il est membre du CAMES. Ce débat avait été mené. Ce débat a été mené. Mais le problème est quoi? Est-ce à dire que dans notre propre souveraineté, le professeur titulaire, je prends par exemple l'exemple du professeur Doji Amoussouvi, qui est notre patron, je prends cet exemple-là, qui va vouloir enseigner un jour dans une université privée. Alors qu'il enseigne, il est responsable de labo à l'UAC, il est professeur titulaire, je dis, à l'UAC. Faut-il encore qu'il demande une autorisation d'enseigner avant d'arriver chez nous? Cela passe certainement par l'assainissement dont on parle aussi, parce que tout le monde enseigne aujourd'hui. Oui. Et c'est en cela qu'on va mettre un peu de l'eau au moulin. Vous savez, le forum Grande École n'est pas contre. Mais comme c'est la première édition, il faudrait qu'on regarde ces choses-là avant de les corser. Pourquoi? Comme c'est la première édition, il faudrait qu'on trouve quelques situations atténuantes à la chose. Sinon, on ira tous un peu à la dérive. Est-ce que vous comprenez? Ça n'ira pas. De toute façon, puisque vous êtes associé, et donc on est au four au moulin, c'est sûr voilà, on donnera les avis pour que votre avis, les gens écoutent un peu quand même pour pouvoir faire ce qu'il faut faire. Je pense que c'est quand même une très bonne décision, bien que assez difficile. Et c'est dans ce sens d'ailleurs que Forum Grande École, pour mieux comprendre les dossiers, les pièces à fournir, nous avons invité le professeur Doji Amoussouvi à venir nous expliquer point par point ce qu'il faut mettre dans chaque dossier. Et c'est une formation qu'on a eue la semaine dernière, je crois que c'est jeudi de la semaine dernière, où il était venu. J'avais abrité ce séminaire-là, où on a, pendant 2h30, débattu de la question, et puis on a eu beaucoup de questions d'éclaircissement. Donc nous sommes préparés vraiment pour fournir nos dossiers à la date d'aujourd'hui. Il faut maintenant qu'on ait un peu le temps de pouvoir faire l'essentiel. Mais avouons que lorsque ça va se faire, ça mettra vraiment de l'ordre dans les universités.
Et donc l'enseignement supérieur au Bénin a de beaux jours devant lui, parce Oui, qu'il y a oui. des enjeux économiques et que les universités doivent désormais participer, contribuer de fort belle Mais manière bien sûr, aux c'est-à-dire enjeux que économiques. l'économie se relève, c'est la maintenance des industries, c'est le bon fonctionnement du tertiaire, c'est l'avancement de l'agronomie, c'est pas mal le rouage juridique. Et nous sommes à tous ces carrefours-là en train de former. Donc, pour que l'économie se relève, c'est ce que les gens doivent comprendre. C'est nous qui sommes les acteurs de ce relèvement. Parce que si on a toujours de mauvais cadres, on va nulle part. Les sociétés vont couler, les sociétés vont mourir et on ne pourra pas avancer. À mon avis, c'est une très bonne chose. Il faudrait qu'on soutienne encore ça, mais avec toutes les conséquences. Même moi, même qui suis là, je ne suis garanti, je ne suis certain en rien. Je peux fournir mon dossier d'agrément et que une ou deux pièces, je ne connais pas les critères, une ou deux pièces vont manquer et puis on va me dire, je n'ai pas l'agrément dans cette filière-là. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je ne sais pas. C'est une grande question, une peur pour moi à la date d'aujourd'hui, mais on est obligé de le faire. Mais ce que je dis, je reviens quand même un peu là-dessus. C'est-à-dire que, vous voyez, un professeur, par exemple, qui est qui est à l'UAC, et qui enseigne là-bas, c'est sûr qu'il n'est pas aveugle, il n'est pas sourd-muet, il n'est pas malentendant. Parce qu'il enseigne déjà, vous comprenez. Oui. Et à partir de ce moment-là, on ne va pas lui demander encore un certificat. Ce n'est pas forcément ces professeurs qui sont visés. Si. Il faut qu'on se dise la vérité. On comprend bien le cheminement et rien n'est, pour nous, rien n'est caché. C'est-à-dire que ces professeurs sont visés. Et eux aussi, ils commencent par le comprendre. Pourquoi? Quand vous êtes enseignant à la faculté et que vous devez enseigner à l'UATM Gaza Formation chez moi, vous devez enseigner à l'UUP ou à Sainte-Félicité ou dans d'autres écoles. Dans d'autres écoles, par exemple, à mon avis, si vous en faites trop dans les privés, vous n'en faites plus rien dans les publics. Et nous supposons qu'à partir de là, on peut refuser l'autorisation d'enseigner dans cette école-là à un enseignant qui est dans le public. Et je crois que c'est ça ce qui se cache en dessous. Bon, c'est ce que... Peut-être que ce n'est pas ça. Non, on sait bien que c'est ça. On arriverait là. Et c'est aussi une manière de canaliser quand même. Une manière d'assainir aussi. Oui. Parce que je n'en connais pas vraiment. Parce que les gens qui viennent chez moi, c'est des gens quand même assez réglo, qui enseignent, qui donnent leurs cours à la fac. Mais il se peut qu'il y ait des gens qui deviennent malheureusement des professeurs valises, qui ramasseraient de l'argent ici, là. Et vous comprenez que si c'est 20 heures de cours que vous si faites c'est comme par ça, semaine, on ne donne pas le meilleur de soi. on ne donne pas le meilleur de soi. Donc les professeurs valises, on va mettre fin. Ça, c'est mon mot. S'il y a pas de problème. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à vous, Théophane Ayi, promoteur d'établissements privés. Et vous êtes le vice-président du Forum des grandes écoles. Nous sommes à la fin de cet entretien. Si vous avez un message à l'endroit de tous vos collègues en ce qui concerne les réformes dans l'enseignement supérieur, quel serait ce message-là? Oui, je dirais simplement que je suis très content d'avoir constaté ces derniers jours, ces derniers mois, une participation plus grande aux réformes du gouvernement dans le secteur privé. Et je félicite tous ces acteurs-là, mes camarades qui viennent, et en particulier les camarades du Forum Grande École avec qui je travaille, qui sont à pied d'œuvre et toujours en train de vouloir faire avancer les choses. Je les félicite aussi. Et je leur dis je leur souhaite beaucoup de courage pour pouvoir fournir leur dossier pour l'agrément, mais de faire attention parce que derrière cet agrément, si on ne l'a pas, notre vie sera peut-être un peu arrêtée, c'est ce que je vais dire. Donc il faut qu'on travaille de jour comme de nuit pour donner tout ce qu'on nous a demandé. Très bien. Merci beaucoup à vous. De toute façon, le débat va se poursuivre. On va certainement se retrouver après. Merci beaucoup pour votre disponibilité surtout, pour tout ce que vous faites pour l'enseignement supérieur au Bénin. Donc, nous allons vous raccompagner avec cette compilation sportive que nous propose ici Bruno Soali.
Paris Saint-Germain où ça bouge dans tous les sens depuis quelques jours. Dans un premier temps, dans le sens des départs, Kylian Mbappé a annoncé, après avoir été sacré champion du monde, qu'il restera au PSG la saison prochaine et sa décision est sûre à 100%.